La pauvre petite fille ne se doutait pas que les 3 nouveau-nés abandonnés qu'elle venait de découvrir allaient la connecter au plus jeune milliardaire de France, qui les recherchait avec un désespoir absolu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous de quelle région vous nous suivez. Et si vous pensez qu'un enfant peut véritablement changer le monde, montrez-le avec un like. Bonne lecture. La pluie matinale, incessante et glaciale, martelait le bitume usé tandis que Manon Dubois, du haut de ses 8 ans, serrait contre sa poitrine son panier rempli de marguerites fatiguées. Le froid humide de l'automne pénétrait ses vêtements minces, mais le creux dans son ventre était encore plus mordant. Ses vieilles baskets, dont les semelles bâillaient, produisaient un bruit de succion dans les flaques qui stagnaient le long de la rue des Platanes, la route qu'elle empruntait immuablement chaque jour depuis 2 ans, depuis sa fuite du foyer pour enfants où l'existence était encore plus rude que dans la rue. Les platanes qui donnaient son nom à la rue avaient été dépouillés par le vent, leurs feuilles formant un tapis détrempé de couleurs ocre et brunes. Leurs branches dénudées semblaient griffer un ciel d'un gris uniforme, un couvercle de plomb qui menaçait d'écraser la petite ville. Des fleurs, de belles fleurs pour ceux que vous aimez, lançait Manon, sa voix fluette presque entièrement couverte par la rumeur de la circulation matinale. Pourtant, ce jour-là, l'ambiance avait quelque chose de différent, une sorte de fébrilité sous-jacente. Les cadres dynamiques qui se hâtaient vers la gare pour attraper leur TER semblaient plus absorbés que d'habitude, murmurant avec une gravité inhabituelle dans leur téléphone, et tenant des journaux dont les manchettes en lettres capitales, qu'elle ne pouvait lire, annonçaient visiblement une nouvelle fracassante. Son estomac émit un gargouillement sonore, lui rappelant avec cruauté que sa dernière pitance avait été un morceau de baguette rassis la veille. Il lui fallait absolument vendre 4 bouquets aujourd'hui pour s'offrir autre chose que les biscuits secs qu'elle grignotait avec parcimonie depuis une semaine. Au moment où elle obliquait vers le parc des Berges de la Loire, un lieu où les familles lui réservaient souvent un meilleur accueil, une vision insolite capta son regard. Là, à moitié caché par le tronc massif d'un chêne centenaire près de la fontaine, gisait un somptueux panier en osier, surmonté d'une couverture de couleur crème dont la texture laissait deviner un luxe insensé pour un objet abandonné. Sa curiosité naturelle prit le pas sur sa méfiance coutumière. Manon s'avança à pas de loup, le cœur battant à tout rompre, tous ses sens en éveil. Le panier était d'une taille impressionnante, bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais possédé, et ses parois étaient tressées de motifs délicats qui évoquaient les devantures des boutiques de luxe du centre-ville, où un regard soupçonneux la chassait toujours. C'est alors qu'elle perçut un faible vagissement, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Les mains tremblantes, à la fois de froid et d'émotion, Manon souleva avec une infinie précaution un coin de la couverture. La vision qui s'offrit à elle lui coupa le souffle, et son propre panier de fleurs manqua de lui échapper. 3 minuscules visages étaient tournés vers elle, des bébés, des garçons parfaitement identiques, dotés des yeux les plus bleus et les plus profonds qu'elle ait jamais contemplés. Ils ne devaient pas avoir plus de quelques mois, emmitouflés dans des grenouillères d'une qualité telle qu'elle valait sans doute plus que son revenu annuel. « Oh, mon Dieu !» souffla-t-elle, s'agenouillant près du panier, indifférente à la pluie qui trempait son pantalon. « Mais où est votre maman ?» Les nourrissons paraissaient en bonne santé, mais ils avaient faim, et l'un d'eux se mit à pleurer plus fort, d'un cri strident. Manon scruta les alentours avec une anxiété grandissante, cherchant du regard un couple paniqué. Mais le parc était vide, si ce n'est une coureuse âgée qui s'éloignait au loin, apparemment inconsciente du drame qui se jouait. Un morceau de papier plié était coincé sous une des couvertures. Manon le saisit délicatement, mais ses faibles notions de lecture ne lui permirent de comprendre que quelques mots épars, en sécurité, amour, et un mot qui ressemblait à « danger ». 20 minutes s'écoulèrent, puis une demi-heure. Personne ne se manifesta. Les pleurs redoublèrent d'intensité, et le cœur de Manon se serra en pensant à ces magnifiques bébés abandonnés à leur sort. Elle revit ses propres souvenirs d'abandon, les nuits glaciales, la faim qui ronge, la terreur que personne ne se soucie jamais d'elle. « Je ne vous abandonnerai pas », leur murmura-t-elle avec une férocité qui la surprit elle-même, une nouvelle résolution vibrant dans sa voix. Si vous êtes déjà touché par le courage de Manon, donnez-lui de la force avec un like pour la suite de son périple. Prenant une décision qui allait sceller son destin, Manon empoigna le lourd panier. Ses bras chétifs protestèrent sous la charge, mais un amour protecteur et instantané lui conféra une force insoupçonnée. Alors qu'elle peinait en direction de l'ancienne ferme abandonnée qui lui servait de refuge, Manon était à 1000 lieues d'imaginer qu'à peine 10 rues de là, Léo Marchand, 32 ans, promettait une récompense de 20 millions d'euros pour toute information concernant ses fils disparus. Derrière elle, tapi dans l'ombre des arbres du parc, un individu observait sa silhouette fragile s'éloigner et esquissa un sourire glacial.
La partie ne faisait que commencer. L'ancienne ferme abandonnée, son refuge habituel, ne lui avait jamais paru aussi étriqué. La présence de 3 bébés avait tout transformé. Elle déposa avec d'infinies précautions le luxueux panier en osier dans le recoin le moins exposé au courant d'air, utilisant ses propres couvertures usées jusqu'à la corde pour bâtir une fragile muraille contre le froid qui sifflait à travers les ardoises brisées du toit. La pâle lumière du matin, filtrant à travers le verre sale d'une lucarne, dessinait des arabesques mouvantes sur leurs traits parfaits. « Alors, les petits gars » murmura-t-elle, examinant chaque bébé tour à tour. « Je vais vous appeler Gabriel, Miguel et Lucas. Ce sont des prénoms de battants, pour des garçons courageux comme vous. » Gabriel semblait être le meneur, le premier à réclamer à manger, mais aussi le premier à gratifier Manon d'un sourire édenté. Ses yeux d'un bleu intense la suivaient partout, avec une vivacité d'esprit étonnante pour son âge. Miguel était d'un naturel plus posé, un observateur silencieux qui contemplait le monde avec les mêmes yeux bleus magnifiques, mais empreint d'une quiétude qui apaisait Manon. Lucas, lui, possédait une poigne étonnante, il s'agrippait aux petits doigts de Manon avec une telle énergie qu'elle se demandait s'il sentait qu'elle était leur unique ancre dans cet univers hostile. Cependant, de jolis prénoms ne remplissaient pas les estomacs. Les bébés avaient faim, et leurs pleurs en chœur créaient une complainte déchirante qui se répercutait sur les vieux murs de pierre. Manon possédait en tout et pour tout 5,50 €, fruit de la vente de ses fleurs à des âmes charitables. Le lait en poudre, même le moins cher, représentait une dépense colossale pour elle. Elle prit son courage à 2 mains et se dirigea vers l'épicerie de village, à quelques centaines de mètres. Son cœur battait à se rompre, laisser les bébés seuls, ne serait-ce que 10 minutes, lui semblait être une trahison. La culpabilité et la peur lui nouaient les entrailles. Et si on les entendait? S'ils attrapaient froid? S'ils avaient besoin d'elle? L'épicerie, avec ses néons blafards, lui parut d'une luminosité agressive après la pénombre de la ferme. Madame Chen, la vieille épicière d'origine asiatique, la dévisagea avec suspicion quand Manon posa sur le comptoir 3 biberons et une petite boîte de lait infantile. « C'est pour ta maman, ma petite ?» s'enquit Madame Chen d'une voix douce, ses mains ridées suspendant leur geste au-dessus de la caisse. Sa voix trahissait une inquiétude sincère, une chose à laquelle Manon n'était pas habituée de la part des adultes. « Oui, madame » mentit-elle, sentant le rouge lui monter aux joues. Le mensonge était âcre, mais l'expérience lui avait appris que les adultes se contentaient d'explications simples qui leur évitaient de s'impliquer dans des situations complexes. De retour à la ferme, le moment des repas se transforma en un balai complexe pour la survie. Manon tiédissait les biberons avec l'eau d'un vieux robinet extérieur qui goûtait plus qu'il ne coulait. Ensuite, assise en tailleur sur le sol de béton glacial, elle s'efforçait de nourrir 3 bouches affamées avec seulement 2 mains et un océan d'amour. Elle calait un biberon contre une couverture pendant qu'elle en tenait un autre, passant d'un bébé à l'autre au gré de leur agitation. Gabriel tétait avec avidité, tandis que Miguel attendait son tour avec une patience d'ange. Lucas, lui, ne la quittait pas des yeux, comme s'il voulait graver à jamais son visage dans sa mémoire. « Allez, mon trésor » murmurait-elle à chacun. « Buvez, il faut que vous deveniez grand et fort. » Le soir venu, Manon enveloppa les 3 bébés dans son unique manteau d'hiver. Elle les serra contre elle pour leur tenir chaud et leur chanta à voix basse la seule berceuse qu'elle connaissait, un air hérité d'une petite enfance oubliée. Elle ignorait qui la lui avait apprise. Sa mère, peut-être, avant le drame qui l'avait jetée à la rue. Mais la mélodie était une bulle d'amour et de sécurité dans ce monde hostile. Tout ira bien, leur promit-elle dans le noir, sa voix à peine un souffle. Je ne sais pas comment, mais tout ira bien. Je ne laisserai rien vous arriver, c'est promis. Dehors, les sirènes lointaines et les klaxons formaient la symphonie discordante de la ville. Mais à l'intérieur de son abri de fortune, Manon ne pouvait chasser l'idée que ce répit était précaire, que quelque part, quelqu'un cherchait activement ces merveilleux garçons, et que le temps qui leur était imparti s'écoulait peut-être plus vite qu'elle ne le pensait. Léo Marchand se tenait dans son bureau panoramique, scrutant l'horizon urbain à travers les parois de verre qui, en temps normal, lui donnait un sentiment de toute-puissance. Aujourd'hui, ce panorama le narguait, quelque part dans ce dédale de rues et de toits, ses fils étaient perdus, et toute sa fortune, toute son influence, lui paraissait dérisoire. 48 heures. Cela faisait exactement 48 heures que ses fils avaient disparu, et chaque minute qui passait était une torture. Il n'avait pas dormi, à peine mangé, et avait bu assez de café pour tenir un régiment en éveil. Son allure,
d'ordinaire impeccable, était en déroute. Son costume à 5 000 € était chiffonné, une mèche de cheveux rebelles barrait son front, et une barbe de 2 jours assombrissait ses traits. « Monsieur, la police judiciaire voudrait vous faire un point sur l'enquête », dit doucement son assistante, Léa Fournier, depuis le seuil de la porte. En 6 ans de service, elle ne l'avait jamais vu dans un tel état de détresse. « L'inspecteur Leroy vous attend en salle de réunion. » Léo ne bougea pas. Il ne supportait plus la pitié dans le regard des autres, que ce soit celui de Léa, des policiers, ou de la horde d'experts en sécurité qui travaillaient sans relâche. « Dites-moi qu'ils ont une piste, n'importe quoi, un témoignage, un misérable papier de chewing-gum qui pourrait nous orienter. » Le silence de Léa fut éloquent. Les ravisseurs n'avaient émis aucune demande. Pas de rançon, pas de menace. « C'est inhabituel, monsieur. » Ce mot, inhabituel, le hantait. Lorsqu'on s'en prend aux enfants de l'un des hommes les plus puissants de France, un magnate de la technologie et de l'immobilier, c'est généralement pour l'argent. Ce silence était plus angoissant que la plus exorbitante des demandes de rançon. Léo pensa à Chloé Dupont, son ex-épouse, plongée dans un coma artificiel à l'hôpital Sainte-Marguerite. L'accident qui aurait dû les anéantir tous. Chloé emmenait les enfants à leur éveil musical quand un poids lourd les avait fauchés. Les commanditaires de cet accident, si bien maquillés en tragiques faits divers, avaient réussi à récupérer ses fils dans la carcasse du véhicule. Le rapport officiel concluait à la noyade, les corps n'ayant pas été retrouvés. Mais la vérité, obtenue à prix d'or par Léo, était que quelqu'un les avait extraits de la voiture avant qu'elle ne sombre. Quelqu'un qui avait un plan. « Monsieur », la voix de Léa le tira de ses pensées morbides. « Mettez-moi l'inspecteur Leroy en ligne et contactez toutes les chaînes de télévision. BFM TV, TF1, France 2, et toutes les antennes régionales. Je vais faire une déclaration. » 1 heure plus tard, Léo faisait face à une forêt de caméras dans le hall du siège de Marchand Holdings. Le discours préparé par ses communicants resta sur le pupitre. Il s'adressa aux médias, et à travers eux, au pays tout entier, le cœur à nu. « Quelqu'un, quelque part, détient mes fils », commença-t-il, la voix brisée par l'émotion. 3 bébés, des triplés de 4 mois à peine. Ils sont innocents, ils sont la perfection même, et leur place est auprès de moi. Il prit une profonde inspiration, cherchant en lui une force qu'il ne pensait plus posséder. Leurs yeux sont du bleu le plus pur que vous puissiez imaginer, et ils éclatent de rire quand on leur chante une chanson. Gabriel a une petite tache de naissance sur la cheville gauche. Miguel s'endort toujours le premier quand on lui lit une histoire. Et Lucas. Sa voix flancha, Lucas a la poigne la plus ferme qu'il m'ait été donné de voir. Quand il vous serre le doigt, il s'accroche à la vie. Les caméras zoomaient sur son visage dévasté, son masque d'homme d'affaires impitoyable tombait. J'offre une récompense de 20 millions d'euros pour toute information qui permettra de les retrouver sains et saufs. Sans aucune question. Je me fiche de savoir qui les a pris et pourquoi. Je veux juste récupérer mes fils. Si cette histoire vous bouleverse, dites-nous en commentaire ce que vous feriez à la place de Léo. Votre avis nous intéresse. Derrière les caméras, au milieu des journalistes et des badauds, une silhouette esquissa un sourire sardonique et quitta discrètement les lieux. Le jeu devenait de plus en plus captivant, et les enchères venaient de grimper en flèche. 3 jours à s'occuper seule de 3 nourrissons épuisait le petit corps de Manon. Elle avait mal partout, à force de les porter, de préparer les biberons et de dormir à même le sol froid de la ferme. Ses ventes de fleurs étaient tombées à néant. Impossible de s'absenter assez longtemps pour retourner à ses emplacements stratégiques. Mais au milieu de cette épreuve, quelque chose de merveilleux était en train de naître. Si cette histoire vous parle, partagez-la avec ceux qui ont besoin de croire en la force de l'amour, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits inspirants. Lucas avait pris l'habitude de caresser sa joue avec ses doigts minuscules pendant qu'elle le nourrissait. Miguel émettait de petits gazouillis qui ressemblaient à s'y méprendre à « maman », faisant fondre le cœur de Manon. Et Gabriel ? Gabriel la fixait de ses yeux bleus perçants, comme s'il comprenait chaque mot, chaque promesse, chaque peur qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Bonjour, mes amours », leur disait-elle chaque matin lors du rituel du biberon, assise en tailleur au milieu de son campement de fortune. Aujourd'hui, on doit être très prudent. On n'a presque plus d'argent pour la nourriture. De ces 5,50 €, il ne restait que 1,20 €. La boîte de lait tiendrait encore 2 jours,
à condition de le diluer un peu plus, une idée qui la culpabilisait mais qui relevait de la survie. Manon connaissait la faim. Elle avait déjà passé des jours à ne rien avaler ou presque. Mais entendre des bébés pleurer parce qu'ils avaient faim était une torture d'une autre nature, qui lui serrait la poitrine. C'est là qu'elle pensa à Monique Leclerc. Monique Leclerc habitait l'immeuble d'en face et avait toujours été bonne pour elle. C'était une vieille dame qui vivait seule avec ses 3 chats et passait son temps à nourrir les animaux errants du quartier. Un jour de grand froid, elle lui avait offert un chocolat chaud sans poser de questions. Manon passa 1 heure à faire la toilette des bébés et la sienne avec de l'eau froide et du papier absorbant. Elle se coiffa avec les doigts et s'assura que les bébés étaient présentables. Le cœur battant, elle traversa la rue avec son précieux fardeau, priant pour que Monique Leclerc soit chez elle et accepte de l'aider. « Manon, mon Dieu, ma petite, je me demandais ce que tu devenais. » Les yeux de Monique Leclerc s'arrondirent de surprise en voyant les 3 bébés dans les bras de Manon. « Mais d'où sortent ces petits choux ? » « S'il vous plaît, n'appelez personne, » implora Manon, les mots se bousculant. « C'est ma responsabilité. Je les ai trouvés, abandonnés, terrifiés. Je ne pouvais pas les laisser. Mais j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment faire. » Quelque chose dans la voix de Manon, un mélange de détermination farouche et de panique pure, dut toucher Monique Leclerc. Au lieu de la questionner ou de se saisir de son téléphone, elle ouvrit grand sa porte. « Entre, ma chérie. On va s'occuper de ces petits et on va essayer d'y voir plus clair. » L'appartement de Monique Leclerc était un havre de paix, chaud et parfumé à la lavande. Avec une agilité surprenante pour son âge, elle prépara des biberons à la bonne température et installa les bébés dans des nids douillets faits de coussins et de serviettes propres. Ses 3 chats, Monsieur Moustache, Princesse et Gros Tony, observaient la scène à distance respectable. « Bon, » dit-elle une fois les bébés repus et apaisés, « maintenant, tu vas me raconter comment une gamine de 8 ans se retrouve avec 3 triplés qui, de toute évidence, viennent d'un milieu très aisé. » Manon lui raconta tout, sa découverte dans le parc, le mot énigmatique, l'attente vaine. Monique Leclerc l'écouta attentivement, sans la juger, posant juste quelques questions pour l'aider à se remémorer certains détails. « Ma petite, ces bébés ne sont pas n'importe quels enfants trouvés, » conclut Monique Leclerc en examinant la qualité de leurs vêtements. « Leurs parents sont très riches. Et ils doivent les chercher partout. Ça veut dire que je dois les rendre ? » demanda Manon, les larmes aux yeux. L'idée de perdre Gabriel, Miguel et Lucas lui était insupportable. Monique Leclerc la regarda longuement, avec la sagesse de ceux qui ont beaucoup vécu. « Ça veut dire, ma douce, qu'il va falloir être très, très prudente. » L'annonce de la récompense de 20 millions d'euros eut un effet immédiat. En quelques heures, les standards de Léo Marchand furent submergés par des centaines d'appels. La plupart étaient des affabulations de gens appâtés par le gain, signalant les triplés aux 4 coins de la France, de la Corrèze à la Creuse. Mais l'inspecteur Leroy tenait à vérifier chaque piste, même la plus farfelue. « Monsieur Marchand, il faut renforcer votre sécurité, » dit Leroy lors d'une réunion de crise. « Si quelqu'un détient vos enfants, cette récompense en fait une cible de très grande valeur. Ça peut jouer en notre faveur. » Léo n'écoutait qu'à moitié. Il était plongé dans l'étude des photos fournies par un détective privé, répertoriant tous les lieux où l'on pourrait cacher 3 bébés. Fermes abandonnées, campements de sans-abri, hôtels de passe. La région lui parut soudain immense et hostile. Et cette femme qui a signalé un panier suspect au parc des Berges de la Loire ? Demanda soudain Léo. La joggeuse, Madame Marie, 62 ans. Elle a vu une jeune fille portant une charge lourde s'éloigner de la fontaine, mais n'y a pas prêté attention. La description était floue, petite, maigre, l'air d'une enfant des rues, portant un grand panier ou un sac. Une enfant. Un frisson glacial parcourut l'échine de Léo. On a confié mes fils à une gamine des rues. Ce n'est qu'une piste parmi d'autres, monsieur. Probablement l'imagination d'une personne excitée par la récompense. Mais l'instinct de Léo, celui qui avait fait sa fortune, lui disait le contraire. Ça sonnait vrai. Il se souvint de sa propre enfance, avant la richesse, des nuits passées le ventre vide, du regard des adultes qui traversaient les enfants des rues comme s'ils étaient transparents. Je veux une surveillance sur tous les campements de sans-abri de la région. Fouiller les fermes abandonnées, tous les lieux où les enfants des rues pourraient se réfugier. Et le roi, la voix de Léo se fit dure, si quelqu'un se sert d'un enfant pour cacher mes fils,
il vient de commettre une erreur qu'il regrettera amèrement. Au même moment, à l'autre bout de la ville, une berline noire aux vitres fumées se garait près de l'épicerie de Madame Chen. Ses occupants enquêtaient sur les achats inhabituels de lait infantile. Madame Chen leur avait parlé de cette petite fille qui venait depuis plusieurs jours, payant en menu monnaie, toujours l'air pressé et nerveux. La description correspondait à d'autres témoignages. Une petite fille maigre, vue portant de lourdes charges, se déplaçant furtivement. Le passager de la berline passa un appel. « On les a peut-être localisés », dit une voix froide. La fille correspond aux descriptions. Elle achète du lait et des fournitures pour bébé. Envoyez l'équipe de récupération pour quadriller le secteur. Quant à la fille, elle a joué son rôle. Régler son cas, discrètement. La communication fut coupée. Et à l'autre bout de la ville, Léo Marchand poursuivait sa quête désespérée, sans savoir que ceux qui avaient enlevé ses fils se rapprochaient dangereusement de la courageuse petite fille qui était devenue leur protectrice. Monique Leclerc était une aubaine, mais sa bonté ne pouvait résoudre tous les problèmes. Les bébés s'épanouissaient, mais leur présence dans le petit appartement ne pouvait rester secrète éternellement. 3 bébés identiques, ça ne passait pas inaperçu. Ils grandissent à vue d'œil, fit remarquer Monique Leclerc. Et ils se font remarquer. 3 triplés avec des yeux pareils, les gens en parlent. Manon le savait bien. Elle avait noté la présence de plus en plus d'inconnus dans le quartier. Des hommes en costume se présentant comme des assistants sociaux, des femmes des services de l'enfance posant des questions étranges. Monique, et si leurs vrais parents étaient des gens malveillants? Si c'est pour ça qu'on les a abandonnés? Cette question la tourmentait. Et si en les rendant, elle les mettait en danger? La vieille dame réfléchit un instant. Parfois, ma petite, les familles sont compliquées. Mais ces bébés. Ils étaient bien soignés, bien habillés. Quelqu'un les aimait et voulait qu'ils soient trouvés par une bonne personne. Cet après-midi-là, Manon sortit faire des courses. Elle avait besoin de lait, de couches. À quelques rues de l'épicerie, elle sentit qu'on la suivait. Un homme, qui essayait d'être discret mais qui ne la quittait pas des yeux. Manon avait appris à reconnaître le danger. Elle bifurqua dans une ruelle, il accéléra. Elle revint sur ses pas, il était au téléphone, la désignant du regard. La panique la saisit. Elle se mit à courir. L'homme la prit en chasse, mais Manon connaissait la ville comme sa poche. Elle se faufila dans une entrée de l'ancien tunnel de tramway désaffecté, semant son poursuivant dans la foule. Quand elle revint, essoufflée et morte de peur, devant l'immeuble de Monique Leclerc, son sang se glaça. Une berline noire était garée devant. Par la fenêtre du 3e étage, elle distingua des silhouettes qui n'étaient pas celles de la vieille dame. Des inconnus étaient chez elle, avec ses bébés. Elle ne pouvait rien faire. Tremblante, cachée derrière une benne à ordures, elle attendit, le cœur brisé par les pleurs de Gabriel qu'elle entendait de l'autre côté de la rue. La chasse les avait rattrapés, et Manon n'avait jamais été aussi seule et démunie. Pensez-vous que Manon réussira à sauver les bébés? Dites-le nous en commentaire et activez les notifications pour connaître la suite. Manon resta cachée derrière la benne pendant une éternité, à observer la berline et à écouter les pleurs de ses bébés. L'envie de se précipiter à leur secours la dévorait, mais elle savait que ce serait un piège. Les cris de Gabriel lui déchiraient le cœur. La nuit tombait, glaciale. Son estomac criait famine. Mais tout cela n'était rien comparé à l'angoisse de savoir ses protégés en danger. À la nuit tombée, elle vit 2 hommes évacuer Monique Leclerc sur une civière. La vieille dame était inconsciente. Manon se sentit rongée par la culpabilité. Monique était blessée à cause d'elle. Puis elle vit l'impensable. À travers la fenêtre, un homme en costume tenait Gabriel sans ménagement, comme un simple paquet. Elle entendit les cris de terreur du bébé. L'homme le secoua légèrement, excédé. C'est alors que Manon remarqua un détail, l'escalier de secours, à l'arrière du bâtiment, invisible de la rue. Monique lui en avait parlé. Manon attendit que 2 des hommes s'en aillent en voiture, emmenant sans doute Monique. Il en restait au moins 2 dans l'appartement. Les chances étaient minces, mais c'était mieux que rien. Elle se glissa derrière l'immeuble. L'escalier de secours était rouillé mais solide. Elle grimpa en silence. La fenêtre de la chambre de Monique était ouverte. À l'intérieur,
elle entendit des voix. Le patron veut qu'on les déplace ce soir. La récompense de Marchand met trop de pression. Et la fille? Elle nous a vus. Les ordres sont clairs, pas de témoins. Elle est un problème à régler. Le sang de Manon se glaça. Ils allaient la tuer. Mais pourquoi? Elle se faufila vers le salon. Lucas et Miguel pleuraient dans leur panier. Gabriel était dans les bras d'un homme qui le tenait brutalement. Du calme, grogna l'homme. Les sédatifs vont bientôt faire effet. Des sédatifs. Il droguait ses bébés. Une rage folle s'empara de Manon, balayant la peur. Ces hommes avaient blessé Monique, terrorisé ses bébés, et maintenant, ils allaient les droguer et la tuer. Sur la commode de Monique, il y avait un lourd vase en céramique. Manon le saisit. On devrait y aller. Les voisins ont dû entendre les pleurs. D'accord. Chargez-les et trouvez-moi cette gamine. L'homme qui tenait Gabriel se retourna. C'était l'occasion. Manon frappa de toutes ses forces. Le vase explosa sur le crâne de l'homme, qui s'effondra. Gabriel tomba, mais Manon le rattrapa au vol. Le deuxième homme se retourna, portant la main à sa veste. Manon n'attendit pas. Elle attrapa le panier avec son autre bras et se précipita vers la fenêtre. La fille. Elle est là. Des coups de feu claquèrent. Une balle siffla à côté de sa tête. Mais elle était déjà sur l'escalier de secours, dévalant les marches à une vitesse folle, ses 3 bébés serrés contre elle. Elle atteignit la ruelle et s'enfonça dans le dédale des rues. Derrière elle, des portières claquèrent, des moteurs vrombirent. La course-poursuite mortelle était lancée. Si votre cœur bat la chamade, laissez un like pour soutenir Manon dans sa fuite éperdue. L'inspecteur Leroy déboula dans le bureau de Léo à 2 heures du matin, le visage marqué par la fatigue et la gravité de ses découvertes. On a quelque chose, dit-il. L'appartement de Monique Leclerc. Il y a eu une bagarre. Du sang, des meubles cassés, des coups de feu signalés par les voisins. Léo fut sur le qui-vive. Mes fils, ils étaient là. On a trouvé des biberons, des vêtements de bébé. Quelqu'un s'occupait bien d'eux. Leroy sortit un sachet. Et on a trouvé ça. C'était la note du panier. Sous un éclairage spécial, on distinguait une empreinte digitale. Elle appartient à une fille de 8 ans, Manon Dubois, expliqua Leroy. Inconnue de nos services. Elle vit dans la rue depuis 2 ans. Il fit une pause. D'après Monique Leclerc, elle a trouvé les bébés et s'en occupe comme si c'étaient les siens. Elle s'est battue contre des hommes armés ce soir pour les sauver. Léo était abasourdi. Une enfant des rues a protégé mes fils? Elle a risqué sa vie pour eux. Le sang retrouvé sur place est celui d'un des agresseurs. Une gamine de 27 kilos a mis en déroute des professionnels. Léo se leva, le regard perdu sur la ville. Quelque part, une enfant de 8 ans fuyait avec ses fils, traquée par des assassins, et c'était sa faute. Sa récompense avait fait d'elle une cible. Monsieur, il y a autre chose, poursuivit Leroy. Ce ne sont pas des ravisseurs ordinaires. C'est une opération professionnelle, planifiée depuis longtemps. Par qui? Quelqu'un qui veut vous détruire, pas seulement vous rançonner. Les enfants devaient disparaître. L'accident de voiture devait régler le problème. Léo serra les poings. Il avait des ennemis, mais il n'aurait jamais imaginé qu'on s'en prenne à ses enfants. Et la fille? On peut la retrouver avant eux. Elle connaît la rue mieux que personne. Si elle ne veut pas être trouvée. Mais elle n'est pas l'ennemi. Elle est la seule chose qui se dresse entre vos fils et leurs bourreaux. Léo pensa à Chloé, toujours dans le coma, et sentit une vague de tendresse pour cet enfant inconnu qui avait été une mère pour ses fils. Doubler la récompense, dit-il. Mais pour la retrouver, elle, et la ramener en sécurité avec mes fils. Elle fait partie de la famille maintenant. Leroy hocha la tête. Il faut faire vite. Ils ne laisseront aucun témoin. Manon courut à perdre haleine. Les bébés, épuisés, s'étaient endormis. Mais ils pesaient de plus en plus lourd. Elle se réfugia dans un ancien tunnel de tramway désaffecté, un abri qu'elle connaissait bien. C'était un endroit froid et humide, mais sûr. Elle installa les bébés,
vérifia qu'ils n'étaient pas blessés. Gabriel avait une petite égratignure. Ils s'agrippèrent à ses doigts, confiants. « Je suis désolé », leur chuchota TL. « J'ai tout fait de travers. » Des bruits de pas résonnèrent. Plusieurs hommes, bien coordonnés. Le cœur de Manon s'emballa. « Je sais que tu es là, petite », lança une voix. « Donne-nous les enfants et tu seras libre. » Un mensonge. Elle les avait entendus. Elle s'enfonça dans l'obscurité. Tu ne peux pas fuir éternellement. Ces bébés ont besoin de soins. Un faisceau de lampes torches la frôla. Il se rapprochait. Elle atteignit une échelle de secours menant vers le port. Grimper avec les 3 bébés était un exploit surhumain. Elle attacha le panier à son dos et entama l'ascension. Chaque barreau était une torture. L'amour la portait. La sortie donnait sur le chantier naval du port de La Rochelle. Un dédale de machines et de matériaux. Elle aperçut des voitures de police. Mais ce n'était pas une patrouille. C'était une unité d'intervention. Quelqu'un d'autre était entré dans la danse. Elle prit une décision audacieuse, grimper sur une grue pour avoir une vue d'ensemble. De là-haut, elle vit tout, ses poursuivants, la police qui les encerclait, et d'autres voitures noires qui arrivaient. Puis elle vit un homme en manteau de luxe qui se dirigeait vers le chantier, entouré de policiers. Il avait l'air déterminé, désespéré. Ce devait être leur père. Gabriel se mit à pleurer. Ils avaient faim et froid. Le temps pressait. En bas, une fusillade éclata. Manon serra ses bébés contre elle, priant pour qu'ils voient le lever du jour. La fusillade fut brève mais d'une violence inouïe. Quand le calme revint, la police avait pris le dessus. Manon Dubois, retentit une voix dans un mégaphone. Ici l'inspecteur Leroy. N'ayez pas peur. Nous sommes là pour vous aider. L'homme au manteau de luxe la regardait. Il avait les mêmes yeux bleus que les bébés. Je m'appelle Léo Marchand, cria-t-il. Ce sont mes fils. Merci d'avoir veillé sur eux. Vous avez été d'un courage exceptionnel. Manon serra les bébés. C'était le moment qu'elle redoutait. Mais quelque chose clochait. Pourquoi étaient-ils pourchassés si leur père était là? Manon, reprit le roi, les hommes qui vous poursuivent travaillent pour celui qui a commandité l'accident de voiture de leur mère. Une nouvelle voix s'éleva, glaciale. Quelle déception. J'aurais préféré plus de discrétion. Un homme plus âgé, élégant, sortit d'une limousine. Il ressemblait à Léo, mais son regard était froid et calculateur. Des gardes du corps l'entouraient. « Bonjour, mon fils, dit-il. Je vois que tu as retrouvé mes petits-fils. » Fâcheux. Léo était sous le choc. « Père, que fais-tu là? » « Je répare tes erreurs, » répondit le vieil homme. Ils auraient dû mourir avec leur mère. C'était plus simple. Léo murmura, dévasté, « Tu as essayé de tuer mes enfants. J'ai tenté de préserver notre héritage. Ton mariage était une erreur. Ces enfants, des héritiers qui menacent notre empire, en sont une autre. » Manon comprit l'horrible vérité. Le commanditaire, c'était leur propre grand-père, prêt à les sacrifier pour sa fortune. La fille a joué son rôle, dit le père de Léo en la regardant. Maintenant, il faut éliminer les témoins. Tu es fou, hurla Léo. Ce sont des bébés. Ton sang. Ce sont des problèmes. Les sentiments sont un luxe quand des milliards d'euros sont en jeu. Il fit un signe, et ses hommes avancèrent. Saute! Cria Léo à Manon. Je t'attraperai. Fais-moi confiance. Manon regarda les bébés, puis Léo. Elle vit dans ses yeux le même amour désespéré que le sien. Elle sauta. Léo les rattrapa de justesse. Autour d'eux, le chaos, les sirènes, les arrestations. Ils vont bien? Demanda Léo, examinant ses fils, puis Manon, les larmes aux yeux. Tu es blessé? Manon était abasourdie. Cet homme si puissant pleurait de soulagement. Ils vont bien, dit-elle. Je les ai protégés. Comme promis. Tu as fait bien plus que ça, répondit Léo. Tu leur as sauvé la vie. Tu les as aimés quand je ne le pouvais pas. L'inspecteur Leroy les pressa.
Il faut partir. Les hommes de votre père se regroupent. Où aller? Demanda Léo. Si mon propre père est derrière tout ça, aucun endroit n'est sûr. Il y a du nouveau, dit le roi. Votre femme, Chloé, s'est réveillée. Elle nous a dit quelque chose d'essentiel sur l'accident. Le visage de Léo s'illumina. Chloé est réveillée? Consciente depuis plusieurs jours. Elle faisait semblant, car elle a entendu les hommes de votre père comploter pour la supprimer si elle survivait. Manon écoutait, effarée. Le monde des riches était un nid de vipères. Manon, dit Léo, se mettant à sa hauteur. Ces hommes, ont-ils parlé de quelque chose qui pourrait nous aider à arrêter mon père? Manon se souvint. Ils ont parlé de papier, d'argent. D'un héritage et d'un délai qui expire. Léo et le roi échangèrent un regard. La fiducie, comprit Léo. Si les enfants meurent avant 1 an, l'héritage revient à mon père. Des milliards d'euros. Et ils auront 1 an dans 2 mois, ajouta le roi. Après, il n'aura plus de mobile financier. Des hélicoptères approchèrent. Monsieur, ce ne sont pas les nôtres, dit le roi à la radio. Votre père a engagé des mercenaires. Léo se tourna vers Manon. J'ai besoin de ton aide. Tu sais comment te cacher, comment les protéger. Vous voulez que je reste? Je veux que tu fasses partie de notre famille. Ces garçons ont besoin de leur grande sœur. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui les aime autant que moi. Les projecteurs balayaient le chantier. Le temps pressait. M'aideras-tu à sauver nos enfants? Demanda Léo en lui tendant la main. Manon regarda ses petits garçons, puis Léo. Elle vit en lui le même amour féroce. Toujours, dit-elle en prenant sa main. Nous sommes une famille maintenant. Et si vous croyez que l'amour est plus fort que tout, laissez un like et abonnez-vous. Alors que le roi les entraînait vers un véhicule, Manon sut que le plus dur restait à venir. Mais pour la première fois, elle n'était pas seule. L'hôpital était un camp retranché. La police judiciaire filtrait les entrées. Léo arpentait les couloirs, sachant que son père n'abandonnerait pas si facilement. Dans la chambre, Manon était assise près de Chloé, qui tenait enfin ses fils dans ses bras. « Tu les as sauvés », murmura Chloé à Manon. « Quand je ne le pouvais pas, tu as été leur mère. »« Ils sont ma famille », répondit Manon. « La famille, c'est ceux qu'on choisit de protéger. Alors tu es ma fille, maintenant. Ces garçons ont besoin de toi. » Léo était submergé par la gratitude. Le roi fit irruption. Un problème. Votre père a déposé une demande de garde, arguant de votre instabilité mentale. Il a des juges dans sa poche. Chloé se redressa. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Ton père était sur les lieux de l'accident. Je l'ai vu. Et mon enregistreur d'urgence a tout capté. L'enregistrement est sur notre serveur domestique. Léo était sidéré. Tout est là. Sa voix, ses ordres. La porte s'ouvrit à la volée. Jean-Pierre Marchand entra, escorté par ses hommes et des gardes de l'hôpital corrompu. « Bonjour, mon fils. Je viens récupérer ce qui m'appartient. »« Ces enfants ne t'appartiennent pas, » rétorqua Léo. « Ce sont des obstacles. » Son regard se posa sur Manon. « Et des témoins gênants. »« Vous ne les toucherez pas, » lança Manon, se levant, Lucas dans les bras. Le vieil homme sourit. Charmant, mais inutile. Chloé appuya sur son téléphone. L'enregistrement emplit la pièce. La voix de son père, ordonnant le meurtre de ses propres petits-fils. Son visage blêmit. « Tu m'as enregistré. »« La police judiciaire télécharge les fichiers en ce moment même, » dit Chloé. Le roi sourit alors que des agents fédéraux investissaient la chambre. Le conseil d'administration, le procureur et les médias ont reçu une copie il y a 10 minutes. Léo vit son père se faire arrêter, son empire s'écrouler en direct sur les chaînes d'infos. Les actions de la société plongeaient, ses comptes étaient gelés. Ce n'est pas fini, ragea le vieil homme menotté. Vous aviez des ressources, dit le roi. Maintenant, vous avez une cellule. Alors qu'on l'emmenait, Léo sentit un poids immense quitter ses épaules. Il était reconnaissant envers sa femme, l'inspecteur, et cette incroyable petite fille qui avait sauvé sa famille.
6 mois plus tard, dans le jardin de sa maison de campagne, Léo regardait Manon aider ses fils à marcher. À 18 mois, les triplés étaient des enfants heureux, épanouis, et adoraient leur grande sœur. Chloé le rejoignit. « Tu crois qu'elle sait à quel point nous l'aimons ? » « Elle apprend, » répondit Léo. « Elle n'a jamais eu de vraie famille. »« Papa, maman !» cria Manon. Lucas a fait 6 pas. Ils coururent la rejoindre. Léo comprit que la vraie force n'était ni l'argent, ni le pouvoir, mais l'amour. Un amour assez courageux pour tout risquer. « Nous sommes à la maison », murmura-t-il. Et pour la première fois, il en comprit le sens profond. Si cette histoire vous a ému, dites-nous en commentaire quel passage vous a le plus touché. N'oubliez pas le like, l'abonnement et la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette histoire pour redonner foi en l'amour véritable. À bientôt.